Alors, quels sont les objectifs de cette présentation? C'est surtout de diagnostiquer. Comment diagnostiquer une grossesse extra-utérine? Vous allez comprendre avec les prochaines présentations que le diagnostic, il est la clé de toute mesure diagnostique et thérapeutique. La deuxième situation, c'est qu'il faut connaître quelles sont les positions d'urgence. C'est à quel moment on va admettre cette femme au bloc opératoire, à quel moment on va l'hospitaliser pour une surveillance de près, et à quel moment on peut la laisser tranquille chez elle pour un traitement ambulatoire. Et comment planifier cette prise en charge. Alors, par définition, la grossesse extra-utérine, c'est la nidation ectopique. Ectopique, c'est-à-dire le lieu qui n'est pas destiné à cette fonction. Donc, c'est un œuf qui va se développer dans une zone qui n'est pas propre à la nidation chez les êtres humains. Donc, c'est une nidation ectopique de l'œuf en dehors de la cavité utérine. Alors, par ordre de fréquence, elle peut se retrouver surtout au niveau tubaire, on peut se retrouver au niveau ovarien et rarement au niveau abdominal. Alors, quelles sont les localisations? Vous voyez à travers ce schéma que lorsqu'il y a la fécondation, c'est-à-dire au tiers externe de la trompe, l'œuf fécondé, il va traverser la lumière tubaire pour se retrouver au niveau de la lumière utérine, au niveau de la cavité utérine, sur un endomètre qui est déjà préparé hormonalement à cette nidation. Mais dans certaines situations, ce trajet ne se fait pas. Donc, cet œuf fécondé, il va se retrouver dans des zones qui n'est pas destinées à cette nidation. Alors, vous voyez ici, si vous vous rappelez un petit peu de l'embryogénèse, au moment de la fécondation, il va y avoir l'initiation de la division de cet ovocyte qui va donner à la fin un blastocyste. Le blastocyste, c'est quoi? C'est un tissu agressif qui va se fixer. C'est lui qui va percer toute zone à côté de lui pour qu'il puisse se fixer. Alors, de la fécondation jusqu'à la nidation, généralement, on donne jusqu'à 9 jours. Alors, au cours de ces 9 jours, c'est-à-dire la durée du trajet du tiers externe de la lampe jusqu'à la lumière utérine, il faut que ce tissu, ce blastocyste, il faut qu'il arrive à sa destination. Dans certains cas, il y a un ralentissement du transfert pour plusieurs raisons. Une trompe qui n'est pas assez fonctionnelle, une trompe qui est bouchée, une trompe où il y a des obstacles. Donc, la durée, qui est le 9e jour ou le 7e jour, cet œuf fécondé, il connaît au niveau de la trompe. Il n'arrive pas à la cavité utérine. Et là, il va se fixer parce que ce tissu agressif, il connaît. Alors, les parties anatomiques de la trompe qui est le plus souvent touchée, c'est l'ampoule, la zone ou la région où se fait généralement les fécondations. On peut retrouver aussi dans 20% l'isthme, 3% l'infubidilum. L'ovaire, elle peut être touchée dans un pourcentage avec l'abdomen, 1%. Vous voyez un petit peu le transit. Mais si vous voyez un petit peu l'anatomie de cette trompe, vous allez voir qu'au niveau de la trompe, il y a des zones qui sont assez dilatées, larges, comme au niveau de l'ampoule par exemple, d'une femme à une autre, en fonction du siège de la grossesse extra-utérine. Si la JUI siège au niveau de l'ampoule, qui est assez large, la douleur et même la rupture, elle va prendre quelques jours plus tardivement. La symptomatologie, elle va se manifester. Contrairement aux JUI qui vont se manifester au niveau du tiers interne de la trompe, où c'est très très fin, la douleur, elle est précoce et la rupture aussi, elle est précoce et fatale. Pourquoi? Parce qu'il y a l'artère utérine ici et à côté, il y a l'artère tubaire. Donc, s'il y a une rupture à ce niveau, il va y avoir une hémorragie importante. Contrairement aux grossesses extra-utérines qui vont se développer au niveau de l'ovaire, parce qu'il y a de l'espace, ou au niveau de l'abdomen, qui vont atteindre des fois un âge très avancé dans leur développement. La plupart des grossesses, on l'a déjà dit, sont des grossesses tubaires. Mais il y a des grossesses utérines
mais anormales, qui sont assez rares. Il s'agit des grossesses cervicales, c'est-à-dire le siège de la grossesse, il est au niveau de la trompe, et il y a aussi au niveau cornéal, au niveau de la corne utérine. Là aussi, ce n'est pas des localisations préférables pour la grossesse, parce que c'est des zones très étroites et l'œuf ne peut pas se développer. Ici, il se développe, regardez par exemple ici, c'est une grossesse extra-utérine angulaire ou la cornéale. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir la rupture. Une fois la grossesse, elle va atteindre un certain âge, elle va faire éclater cette zone parce que c'est trop petit. Et en bas, vous allez voir des grossesses qui se sont développées sur des utérus mal formés, utérus rudimentaires. Ça, ce n'est pas un utérus bicorne, c'est un utérus, j'allais dire unicorne, mais avec un deuxième hémi-utérus qui est rudimentaire, c'est-à-dire qui est assez petit. Et cet utérus peut malheureusement abriter une grossesse ici, mais qui ne se développe pas. Ce qu'il y a sur cette image. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir la rupture utérine. Quels sont les facteurs de risque? Comment ça se fait qu'il y a des femmes qui font des grossesses normales et d'autres qui font des grossesses extra-utérines et des fois à répétition? Et bon, c'est simple. On a parlé du trajet et on a dit qu'il faut qu'un œuf fécondé arrive de l'ampoule jusqu'à la cavité utérine. Il faut que ce soit sur une durée bien précise de 7 à 9 jours. Donc, tout processus anatomique ou physiologique qui peut ralentir ce trajet peut être considéré comme un facteur de risque. Et vous allez voir sur cette image-là, avec cet ovocyte, qu'il y a un épithélium. Cet épithélium, c'est lui qui va guider. Vous allez me dire comment ça se fait que l'ovocyte, elle va prendre ce chemin de l'extérieur vers l'intérieur et les spermatozoïdes. Eh bien, en fonction du climat hormonal, vous savez qu'il y a les oestrogènes qui ont un effet, ou la progestérone qui ont un effet sur cet épithélium tubaire, comme des cheveux. Donc, au cours de la première phase du cycle jusqu'à le jour de la fécondation, le battement des cils, il va se faire dans ce sens, de l'utérus vers l'ampoule, c'est-à-dire pour accélérer le passage du spermatozoïde de l'intérieur de l'utérus vers la trompe. Et après fécondation, il va y avoir le corps jaune qui va prendre le relais, il va produire de la progestérone. Cette progestérone, elle va dépasser ou elle va annuler l'effet de l'œstrogène et dans ce cas, les battements des cils, il va se faire dans ce sens, c'est-à-dire effet inverse, de l'ampoule vers l'intérieur de l'utérus. Donc, s'il y a une anomalie à ce fonctionnement hormonal, il y aurait forcément un ralentissement du transfert ou du transit. S'il y a des anomalies anatomiques au niveau de l'épithélium tubaire, il va y avoir un ralentissement. Donc, à partir de ce principe, on va automatiquement refaire sortir des éléments en faveur des GU. Donc, toute situation qui entraîne une altération de la fonction principale de la trompe, qui est le transport des gamètes, est un facteur de risque. On va prendre les MST, salpingite ou les endométrites. Donc, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner des adhérences. Elle va créer des fibres à l'intérieur de la lumière tubaire qui va faire obstacle au passage des gamètes. Donc, soit il y aurait une infertilité, soit s'il y a fécondation, il va y avoir des GU. Donc, les grossesses extra-utérines sont 6 fois plus fréquentes. Et là, j'ai cité un germe qui est très répandu actuellement, c'est le Chlamydia trachomatis, qui est le plus fréquent. Alors, le plus fréquent et le plus dangereux. Les MST sont en régression. La gonococcie, etc., sont en régression actuellement et les gens traitent rapidement cette maladie parce qu'il y a une symptomatologie. Il y a la douleur pelvienne, il y a la fièvre, il y a l'écoulement, etc. Mais pour ce qui est du chlamydia trachomatis, malheureusement, elle a une particularité, c'est que le chlamydia trachomatis, c'est une infection aussi dangereuse, mais elle est asymptomatique. C'est-à-dire ici que le germe, il fait ce qu'il veut, il détruit carrément l'épithélium tubaire, c'est-à-dire il va créer des zones où l'épithélium, les cils, c'est comme si c'est des zones à emporte-pièce, un peu partout si on fait un examen au microscope.
il va créer des adhérences, il va plicaturer la trompe ilouiha, et donc automatiquement, il va créer des virages ou des fois carrément des obstacles. Et ça va prendre des temps et des temps avant que la femme ne se rencontre pas. C'est-à-dire, si elle ne fait pas une sérologie, elle ne saura jamais qu'elle a le chlamydia trachomatis, que ce soit pour le couple, l'homme ou pour la femme. Le deuxième facteur de risque le plus connu, c'est le dispositif intra-utérin. Là, le risque, il est aussi multiplié fois 3 parce qu'il va aussi changer un climat hormonal à l'intérieur de ce milieu utérin. Il y a aussi les antécédents de chirurgie tubaire ou pelvienne. On peut poser la question si la femme elle a été opérée pour un kyste ovarien ou pour un appendicite. Parce que vous savez que les réactions post-op, des fois, elle peut avoir une petite infection localisée. Et puisque l'appendice est à côté de la trompe et de l'ovaire, il peut y avoir création d'une zone inflammatoire qui va créer la même situation que dans les MST et dans le chlamydia. Le dernier élément, on trouve l'altération de la paroi tubaire, l'endométriose, elle est aussi génératrice d'adhérence, la tuberculose et la parasitose, la type bilharziose. On peut aussi rajouter le tabac, etc. Alors, les autres facteurs, la fécondation in vitro et le transfert d'embryons. Là aussi, il faut surveiller pour les personnes qui ont bénéficié de la procréation médicalement assistée, il faut surveiller ces patientes. Parce que lorsqu'on fait une fécondation in vitro, c'est-à-dire on fait la fécondation en dehors du corps de la femme et on fait transférer l'embryon à l'intérieur. Des fois, ça ne marche pas parce qu'on a oublié qu'il peut y avoir des obstacles sur le chemin. Il y a aussi des risques de grossesses hétérotopiques. Alors, c'est quoi des grossesses hétérotopiques? C'est des grossesses où l'une se fait en intra-utérin et l'autre se fait en extra-utérin. Et généralement, lorsqu'on a une femme qui se plaint avec une aménorrhée, vous allez voir leur triade, et on trouve à l'intérieur de l'utérus qu'il y a un sac gestationnel, on va dire non, non, c'est bon, j'ai vu le sac intra-utérin. Et on oublie de vérifier à côté s'il n'y a pas un deuxième qui se développe d'une façon ectopique. L'autre facteur, c'est la pilule microprogestative, la pilule de lendemain ou les inducteurs de l'ovulation. Eux aussi sont génératrices de grossesse extra-utérine. Le tabac, on en a déjà parlé. Alors, comment peut-on faire le diagnostic positif de la grossesse extra-utérine? Eh bien, le profil de la grossesse extra-utérine, il s'adresse à une femme en période d'activité génitale, bien sûr, ce n'est pas des femmes ménopausées et ce n'est pas des femmes qui n'ont pas encore sur l'activité génitale, c'est une femme en période d'activité génitale qui va présenter une aménorrhée. Donc, pour la femme, toute aménorrhée est une grossesse et elle a tout à fait raison, jusqu'à preuve du contraire. Mais des fois, on a une fausse impression que c'est des règles. C'est-à-dire que la femme peut avoir un saignement au moment des règles qui ne sont pas forcément les règles. Elle présente des anomalies qui sont d'abondance et de durée. C'est un peu différent, soit en durée, soit en abondance, soit en qualité, soit en couleur. Donc, elle va citer que cette fois-ci, c'est différent. Et à partir de ce moment, on va dire que probablement, ce n'est pas des règles, c'est des métrorragies. Alors, en général, elle présente des métrorragies peu abondantes qui sont répétées. Classiquement, sépia, noir, noirâtre. C'est très rare, surtout pour les grossesses jeunes, au début, il n'y a pas le temps qu'il y ait des signes sympathiques. Mais pour les grossesses ovariennes, les grossesses abdominales et les grossesses qui se développent au tiers externe où il y a un espace assez grand pour se développer, pour prendre du temps, il peut y avoir des signes sympathiques de grossesse. Les douleurs sont en général suspibiennes, mais le plus souvent unilatérales, soit à droite, soit à gauche au niveau de la fosse iliaque. Elles peuvent être permanentes, mais il peut exister des paroxysmes, c'est-à-dire il y a un accalmement et puis il y a des accès de douleur qui sont en rapport avec les pré-ruptures. Et là, l'interrogatoire, il prend toute cette place pour rechercher éventuellement les facteurs de risque dont on est passé à côté. Alors, l'examen gynécologique, il va retrouver, si on fait un toucher, un col congestif, c'est-à-dire qu'il y a un col qui est assez gros.
On peut aussi, par le palpé bidigital, trouver que l'utérus il est assez développé, mais la taille, elle est anormale. Mais ça, c'est généralement, l'état, parce que ça, c'est de la clinique qui a été utilisée auparavant par manque de moyens de diagnostic, que ce soit bêta-ACG et l'échographie. Parfois, on a même une masse, on peut palper par un toucher bidigital, une masse unilatérale latéro-utérine de texture molle pour éliminer le fibrome. De texture molle, mal limitée et elle est sensible au toucher. Au niveau du cul de Douglas, le toucher il va créer une douleur vive, c'est le cri de Douglas qui va confirmer ou témoigner de l'hémopéritoine, c'est le sang qui est dans le Douglas. Et si on fait mobiliser l'utérus, on va aussi avoir cette sensation de douleur à la mobilisation. Donc, si on va résumer tout ça dans ce contexte d'aménorrhée et de métrorragie, la coexistence, c'est très important, de troubles des règles, aménorrhée ou petit saignement, des métrorragies, des douleurs pelviennes, même minimes chez une jeune femme, c'est-à-dire une femme en activité ovarienne, doit automatiquement évoquer le diagnostic de JUE. C'est le principe de base, parce que la grossesse extra-utérine, c'est la première cause de mortalité au premier trimestre. C'est la première cause. C'est-à-dire, on élimine tout ça parce qu'il y a pas mal de diagnostics à penser. On va tout simplement prendre le cas des infections qui peuvent donner tout ce tableau, mais ces infections ne tuent pas. C'est-à-dire, si on élimine en premier lieu le diagnostic le plus dangereux, qui est la grossesse extra-utérine, là, on est à l'aise et on peut continuer notre investigation le temps qu'on veut. Douleur, bêta-ACG. J'élimine la grossesse et je suis très à l'aise. Alors, on a dit il doit évoquer GU et là, on doit pratiquer 2 examens de première intention. Le premier examen, c'est le dosage de bêta-ACG. Alors, c'est très important ça. Les bêta-ACG sont présentes dans la circulation sanguine 11 jours avant l'ovulation. Quand j'ai dit 11 jours, c'est presque 3 jours ou 4 jours avant la notion d'aménorrhée. C'est quelque chose d'extraordinaire. Avant qu'on parle d'aménorrhée, on peut confirmer s'il y a grossesse ou pas. La positivité permet d'affirmer l'existence d'une grossesse. Si vous avez un test de bêta-ACG positif, on va dire cette femme, elle est enceinte. Si elle est enceinte, ça veut dire que je vais faire une échographie et je vais trouver un sac gestationnel. Si je ne trouve pas le sac gestationnel en intra-utérin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe quelque part. Je fais le test. Si le test il est positif, je vais passer à l'échographie. Je ne trouve rien à l'échographie, je confirme que la grossesse, elle est quelque part ailleurs et elle n'est pas en intra-utérin. Alors, pour confirmer la GU, il y a un signe indirect, c'est la vacuité utérine. C'est-à-dire, quand vous voyez ici, sur cet utérus, il y a une ligne, c'est la ligne de vacuité. Cette ligne de vacuité, elle va vous dire que je n'ai rien à l'intérieur. C'est une confirmation qu'il n'y a rien dedans. Donc, le taux de bêta-ACG, il doit coïncider avec l'âge de la grossesse. Théoriquement, lorsque le terme est supérieur à 5 semaines d'aménorrhée et où le taux de bêta-ACG il est supérieur à 1500 unités, le sac gestationnaire doit être visible à l'échographie, bien sûr l'échographie endovaginale. S'il s'agit d'une grossesse intra-utérine. Alors, la vacuité utérine, c'est-à-dire s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de sac gestationnaire et on a un taux de bêta-ACG supérieur à 1500, là, le diagnostic de JU, il est confirmé. Je fais le taux de bêta-ACG, je trouve 1500. Je trouve moins, je continue ma surveillance quotidienne. Le lendemain, je refais une autre et je vais suivre la courbe de bêta-ACG. Une fois cette courbe dépasse les 1500, je vais dire à l'échographiste ou à moi-même, je vais faire l'échographie endovaginale, bien sûr, et je dois trouver quelque chose à l'intérieur de l'utérus. Je ne trouve rien, la grossesse, elle est ailleurs. Et là, je dois agir. Je vais chercher, grâce à l'échographie, dans les zones, au niveau de la trompe, je vais suivre au niveau de la trompe, au niveau de l'abdomen, et je vais voir même l'hospitaliser pour éventuellement utiliser d'autres moyens. Alors, les autres signes, on peut aussi trouver un épanchement liquidien, c'est-à-dire un hémopéritoine.
au niveau de Douglas. Pourquoi le Douglas? Parce que c'est du liquide et par position d'équilibre, le liquide il va partir dans la zone la plus basse, c'est-à-dire au niveau du cul de Douglas. On peut trouver une formation latérale-utérine hétérogène qui correspond à l'hématosalpinx, comme vous voyez au niveau à droite. C'est l'hématosalpinx, c'est-à-dire qu'il y a du sang au niveau de la trempe, où on peut voir carrément un sac gestationnel au niveau de la trempe et des fois même un embryon latéro-utérin. Il faut surtout chercher du côté de la douleur. Si la femme elle a plus mal à droite, on va chercher la grossesse à droite. Et si elle était à gauche, on va la chercher du côté gauche. La douleur est dominante et dans plus de 90% des cas du côté du corps. Quelle est notre conduite à tenir devant une situation pareille? Alors, la conduite à tenir, c'est la prise en charge. Et cette prise en charge, elle a des objectifs. Le premier objectif pour ce traitement, c'est éliminer la GU. Et quand je dis éliminer la GU, éliminer le trophoblaste. C'est lui le tissu agressif. C'est lui qui va s'incruster sur les organes et c'est lui qui va se développer et qui va percer les vaisseaux et c'est lui qui va entraîner l'hémorragie qui est responsable de décès dans la majorité des cas. Ce qui est vital et ce qui est sur le plan fonctionnel, la destruction, c'est-à-dire si la grossesse elle évolue, elle va détruire totalement la trempe et entraîner des lésions. Ces lésions, des fois, ils sont irréversibles. Imaginez une femme qui n'a pas d'enfant, la première grossesse, une grossesse extra-utérine, et on ne fait pas le diagnostic précocement, et à la fin, lorsqu'on opère, on va trouver une trempe complètement bousillée, complètement détruite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever cette trempe parce que c'est un organe non fonctionnel. Et là, on va réduire de 50% les chances pour cette femme d'avoir une grossesse les prochaines fois. Donc, c'est pour ça qu'il faut agir rapidement. Un, sur le plan vital pour éviter l'hémorragie et le décès. Et deux, pour préserver le plus tôt possible la fonction de l'organe, le plus souvent la trempe. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit arrêter le saignement et réparer ces lésions pour préserver la fertilité et limiter le risque de récidive. Parce que si on va ouvrir, que ce soit par laparotomie ou par la paroscopie, en même temps, on va dire pourquoi cette femme, elle a fait la GU. Surtout s'il n'y a pas un élément, par exemple un dispositif intra-utérin, elle n'a pas pris la micropilule. On va chercher les causes et généralement les causes, c'est des adhérences. On va trouver les adhérences au niveau de cette trempe qui entraînent le changement de forme de la trempe. Et limiter la morbidité thérapeutique. La morbidité thérapeutique, c'est-à-dire, on en a parlé de salpingectomie lorsqu'on enlève complètement la trempe. Donc, plus le diagnostic il est précoce, plus le geste il est simple. C'est comme toutes les situations pathologiques. Alors, en matière de chirurgie, la chirurgie permet dans le même temps de réaliser le diagnostic. Si des fois, c'est difficile de faire le diagnostic, surtout si la grossesse elle est précoce, la douleur elle est là et l'échographie n'arrive pas à localiser ou à confirmer la situation, c'est-à-dire dire que cette femme elle a une grossesse extra-utérine. On doit faire quoi? On doit passer à la célioscopie, qui est à la fois diagnostique et thérapeutique. Donc, le diagnostic, c'est en mettant directement la visualisation du sac gestationnel, surtout au niveau des trempes de l'ovaire ou de l'abdomen, de faire un bilan lésionnel, c'est-à-dire dire qu'est-ce qui est détruit, voilà la présence de telle ou telle anomalie anatomique dans le pelvis, et de pouvoir traiter cette patiente. Alors, voilà une image d'une célioscopie. Regardez l'hémopéritoine qui est en postérieur, et voilà l'utérus. Elle est où la GU? C'est cette dilatation. Là, on est en train de voir une célioscopie faite pour une GU rompue. Là, la trempe, elle est déjà rompue et il y a un saignement qui s'est collecté en postérieur. Alors, la céliochirurgie, elle va enlever la trempe dans le cas où la trempe, elle n'est plus fonctionnelle, elle ne peut jamais reprendre son état initial. Et pour éviter la récidive, parce que si on enlève juste le sac
et on laisse la trompe, soyez sûr que elle va refaire la grossesse extra-utérine et elle va le refaire sur la même zone. Donc, pour lui éviter cette récidive, on enlève. Ça s'appelle la salpingectomie, qui est un traitement radical. On enlève carrément la trompe à la limite de l'utérus. Des fois, on assiste à un jus à un stade de début. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une salpingotomie, c'est-à-dire c'est juste une dilatation. Voilà l'image. Voilà la trompe. Regardez la trompe comment elle est. Et là, il y a la dilatation. Ce que vous voyez en noir, c'est le trophoblaste. Et ça, c'est une incision. Ce n'est pas une rupture. Vous voyez qu'on va faire une ouverture en regard du sac gestationnel et on va aspirer ce tissu corrosif qui est le trophoblaste et même le sac à l'intérieur. Et on va laisser cette trempe comme ça ouverte, béante. Bien sûr, il faut assurer l'hémostase et elle va se refermer spontanément. Ce n'est pas la peine de point de rapprochement. Il faut la laisser se cicatriser spontanément, sauf s'il y a vraiment un saignement qui n'arrive pas à se contrôler sans suture. Donc, on a le traitement radical, la salpingectomie, et on a le traitement conservateur, c'est ça, la salpingotomie, avec aspiration de cette grossesse extra-utérine. Quelles sont les indications ou contre-indications du traitement chirurgical? Alors, pour ce qui est des indications, on va demander un traitement chirurgical lorsque l'hémodynamique, elle est instable. Ça veut dire quoi, une hémodynamique instable? Ça veut dire que la femme, elle est en train de faire un hémopéritoire. La tension, elle commence à s'abaisser et le pouls commence à s'accélérer avec même perte de connaissance. Ça, c'est le tableau d'une JUI rompue. Alors, devant une situation pareille, le traitement chirurgical, il est obligatoire parce que ça permet de rattraper le pronostic vital. Alors, l'indication, la première indication, c'est l'hémodynamique instable. Deuxième indication, le taux de bêta-HCG, il atteint les 10 000 milliunités par millilitre, c'est-à-dire 10 000 unités par litre. Ça veut dire quoi, 10 000? Ça veut dire que la grossesse, elle est assez avancée, que le volume du trophoblaste, il est important. Il ne va pas disparaître spontanément. C'est quoi les bêta-HCG? C'est une hormone qui est sécrétée par le trophoblaste. S'il y a une quantité importante de bêta-HCG, ça veut dire que le trophoblaste, il est important. On doit opérer lorsque l'hémosalpinx, c'est-à-dire la dilatation au niveau de la trompe, elle dépasse 4 cm à l'échographie. Et là, le risque de rupture, il est certain. Quand est-ce qu'on indique un traitement chirurgical? Lorsque la femme, elle présente une contre-indication au traitement médical. On va voir quelles sont les contre-indications. Et aussi, on peut indiquer un traitement chirurgical lorsqu'on ne peut pas instaurer un suivi ambulatoire. Vous allez me dire, c'est quoi cette phrase? Je vais vous dire pour la simple raison que des fois, il n'y a qu'un seul médecin dans une clinique ou dans une structure hospitalière et le gynécologue, il n'est en fonction que ce jour, puisqu'il ne peut pas surveiller cette femme, il est dans l'obligation de la prendre en charge chirurgicalement le jour même. Sauf qu'il y a des contre-indications à l'anesthésie. Et vous savez qu'il y en a plein. Une femme qui a été opérée plusieurs fois, un utérus multicicatriciel ou un abdomen multicicatriciel, lorsqu'il y a des antécédents chirurgicaux pelviens importants, ou lorsqu'il y a une obésité morbide, une femme très obèse. Alors, dans ce cas-là, on va passer au traitement médical. Le traitement médical, c'est quoi? C'est le méthotrexate. C'est un traitement antimitotique qui a prouvé son efficacité. Il s'agit d'un cytostatique dont les indications sont les suivantes. C'est dans le cas de grossesse extra-utérine où l'hémodynamique et l'hématocrite sont stables, c'est-à-dire synonyme qu'elle n'est pas en train de faire une hémorragie péritoniale. Tout est stable. Et aussi qu'il n'y a pas de rupture. Lorsque la GU, elle est peu évolutive, vous le savez, même en intra-utérin, il y a des grossesses qui sont peu évolutives, qui se terminent par des grossesses arrêtées. Là aussi, pour les GU, heureusement, qu'il y a des grossesses arrêtées sur grossesse extra-utérine. Lorsqu'il y a des adhérences, on a parlé tout à l'heure d'une femme multi-opérée, lorsqu'il y a des adhérences pelviennes importantes, là aussi, on a recours au traitement médical pour ne pas faire des lésions en abdominal. Lorsque la femme elle est obèse ou elle a été opérée plusieurs fois. Alors, c'est quoi ce traitement? C'est 4 injections
4 injections en J0, J2, J4 et J6. C'est 1 mg par kilo par jour. La femme, elle pèse 60 kg, c'est 60 mg. Donc, en perfusion alternée par une injection de l'acide folinique pour ne pas entraîner un problème hématologique. Et en faisant ce protocole, il faut bien sûr surveiller le dosage des bêta-HCG jusqu'à négativation. C'est-à-dire, il faut, à partir de la première injection, on doit obligatoirement, pour continuer le traitement, assister à une baisse significative du taux de bêta-HCG. Ça veut dire que ce méthotrexate, il tue réellement ou il bloque réellement l'activité du trophoblaste. Sinon, on est obligé de rattraper par une chirurgie. Le taux d'échec dans ce cas-là, il peut arriver jusqu'à 10 à 20%. Alors, les indications du traitement et contre-indications du traitement médical, lorsque le taux de bêta-HCG il est inférieur à 1000, la JU, elle est possible ou asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes, surtout la douleur, et aussi lorsque la JU, elle n'est pas visible à l'échographie. Elle est tellement petite, la grossesse, qu'on n'arrive pas à la détecter à l'échographie. Alors, il y a aussi une méthode thérapeutique qui s'appelle l'abstention. L'abstention, c'est quoi? C'est ne rien faire, mais surtout de surveiller. Elle est recommandée si les conditions du traitement médical sont réunies, c'est-à-dire ce qu'on est en train de dire ici, taux de bêta-HCG inférieur à 1000, une JU qui est asymptomatique ou qui n'est pas visible à l'échographie. Là aussi, on peut ne rien faire et surveiller par un taux de bêta-HCG qui doit décroître rapidement dans l'espace de 48 heures. Ça, c'est le but, c'est toujours de réduire les effets néfastes de l'intervention, que ce soit médicale ou chirurgicale. Alors, à la fin, qu'est-ce qu'il faut retenir dans tout ça? Il faut dire que la JU reste la première cause de mortalité au premier trimestre. Le diagnostic, il est évoqué de principe, c'est-à-dire, devant ça, je pense à la JU. J'ai avec une femme qui présente ce tableau, tu vas me dire, monsieur, c'est une JU jusqu'à preuve du contraire. Prouvez-moi le contraire et je vous laisse tranquille. Donc, des douleurs pelviennes associées à des métrorragies chez une femme, une période d'activité génitale, doit systématiquement évoquer le diagnostic de grossesse extra-utérine. On peut ou pas trouver des facteurs de risque qui sont les salpingites et les anomalies hormonales, on a dit spontanées ou iatrogènes, mais le diagnostic positif, il doit se poser sur un trépied, la clinique, l'aménorrhée, la douleur, l'échographie pour trouver un sac intra ou carrément extra-utérin et le dosage de bêta-HCG. En cas de vacuité utérine associée à un taux de bêta-HCG supérieur à 1500, la JU est probablement présente dans ce cas-là. Le traitement, il est avant tout chirurgical par cilioscopie. Dans les formes précoces, on peut envisager un traitement par méthotrexate sous condition d'une surveillance prolongée du taux de bêta-HCG. Et je vous remercie.